j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. Voilà. Immortelle chanson, le vrai patrimoine français, c'est ça aussi, faut jamais l'oublier. Et alors, je ne pouvais pas résister à cet appel des véganes. Vous savez, c'est magnifique parce que à des moments, je ne sais pas qui disait ça, je crois que c'était Einstein qui disait ça, c'est pas Michel Audiard, l'illimité de la connerie humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Issy-Jacques en Dordogne? Eh bien, l'association PETA, qui est une association végane, PETA, je vous assure, je ne ferai pas de jeu de mots, je vous permets là-dessus. People for Ethic Treatment of Animals, voilà. C'est américain à la base. D'ailleurs, c'est dirigé par le maréchal PETA, qui est très connu. C'est faible, ça. Non, vous pouvez pas le raison. Et alors, voilà ce qui se passe. Il demande au maire d'Issy-Jacques de changer le nom d'une des ruelles du village Médévac. C'est magnifique, je ne sais pas si vous connaissez par là, la Dordogne. Moi, je suis allé à Issy-Jacques, c'est magnifique. Tous ces villages, d'ailleurs, de Dordogne sont magnifiques. Eh bien, voilà, il y a une rue de la saucisse. Et ça, les véganes ne supportent pas. Comment? Une rue de la saucisse? Alors, ils ont demandé par lettre officielle au maire d'Issy-Jacques, à Jean-Claude Castagnère, de dire non, il faut changer. Et ils lui ont demandé, parce que ça va très loin, c'est magnifique, c'est poétique tout ça, je suis sûr que Jean-Marie Roire va apprécier. Ils ont demandé de la rebaptiser la rue Soy Cissé, en référence au soja en anglais. C'est pas beau ça? Il n'y a plus de saucisses, d'ailleurs, c'est pas la France. Le soja, ça, c'est français, et c'est magnifique, voilà. Donc, évidemment, le maire ne va pas consentir, mais où est-ce qu'on va? Et c'est un surnom que les villageois donnent à cette rue depuis des siècles. Et voilà, il y a 700 habitants du village, tous veulent garder le nom de la saucisse sur la plaque de la ruelle, mais les véganes, eh bien, vous savez ce qu'il faut? Ils disaient, allez à Collonges. À Collonges, il y a un chemin de la saucisse. Et là, comme ça, ils pourront encore plus manifester. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Allez, tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Jean-Marie Rouard, romancier essayiste de l'Académie française, s'il vous plaît, et auteur de ce livre, Les Aventuriers du pouvoir, c'est publié chez Robert Laffont. Alors, ces livres, Jean-Marie Rouard, bonjour. Bonjour. Bonjour, écoutez, évidemment, comme dit l'autre, j'y ai pris un grand plaisir, ce n'était que Molière, ce n'était que Rouard, mais quel Rouard! Alors, évidemment, ça relie, c'est la collection de bouquins, la célèbre collection de bouquins fondée par Guy Scheller chez Robert Laffont, et ça lit plusieurs de vos livres, Napoléon la destinée, Bernice, le cardinal des plaisirs, Morny, un voluptueux pouvoir, et puis vous avez ajouté vos portraits acides de Giscard à Macron, effectivement, en passant, d'ailleurs, au début je pensais qu'il y avait que les présidents, puis j'ai vu qu'il y avait Raffarin, qu'il y avait Taubira, qu'il y avait un certain nombre de gens, et je dois vous dire d'abord que j'ai pris un plaisir fou, je me permets de dire, sur le cardinal de Bernice, parce que un des livres que j'ai le plus aimé quand j'avais 18 ans, c'était le Roger Vaillant, l'éloge du cardinal de Bernice, ce magnifique livre qu'il avait fait dans les collections Libelle de chez Fasquelle. Souvenir. Et dites-moi alors, qu'est-ce qui vous lie? Vous le dites d'ailleurs, je vais juste citer la première phrase de votre préface. Je ne peux me défendre d'une attraction coupable pour les grands hommes. Il me semble que quelle que soit leur personnalité, leur sexe, leur époque, le champ d'application de leur ambition, j'ai toujours noué avec eux des complicités secrètes. Alors, pourquoi? Écoutez, je vais être un peu démodé. Mais c'est bien. C'est la grandeur. Mais dans notre époque, on a un peu besoin de grandeur. Ça donne un peu d'oxygène. Mais au-delà, je crois que ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les sociétés, il y a toujours eu une mythologie religieuse. Et puis, finalement, cette mythologie a été remplacée par nos hommes politiques. Les hommes politiques, les grands hommes, que ce soit sous l'Ancien Régime ou maintenant, ces grands hommes, eh bien, il y a une sorte de laïcisation des grands hommes. Et finalement, Napoléon, c'est frappant. Alors, Napoléon, il y a une sorte... Les gens croient en Napoléon comme ils croiraient dans une sorte de dieu, c'est-à-dire de providence. Et ça s'est poursuivi sous la Troisième République, sous la Quatrième, et notamment sur la Cinquième, parce que la Cinquième donne énormément de pouvoir au chef de l'État. Et il y a une telle attente vis-à-vis des présidents et des hommes politiques que forcément, il y a une terrible déception. C'était le cas pour le général de Gaulle, ça a été le cas pour tout le monde, enfin vraiment. Et c'est ce qui m'a passionné. Ce qui me passionne, c'est cette observation. Moi, je ne suis pas vraiment un journaliste politique, je l'ai été, mais disons, ce qui m'intéressait, c'était les personnalités, les âmes, c'était les destins. Voilà, c'est ce qui me passionne, aussi bien dans mes romans que dans mes biographies ou mes portraits, c'est la destinée. Et c'est pour ça, quelqu'un comme Mitterrand, ça me passionnait de parler avec lui, parce que
vraiment, il a tout connu, tous les échecs. Et je suis peut-être plus intéressé par les échecs que par les succès. Que par les réussites. Mais Jean-Marie Rouart, justement, la grande différence, et vous en parlez ici, c'est que on sent aujourd'hui, mais on peut se tromper, mais dites-moi votre avis, c'est que les hommes dont vous parlez, en tout cas les grands aventuriers, ils mènent leur vie, et même pas seulement leur vie, ils mènent leur pays, ils mènent leur peuple. Il y a quelque chose qui entraîne. Aujourd'hui, on a l'impression que la vie les mène plutôt qu'eux-mêmes prennent l'initiative. On voit bien la différence. Je vais pas nommer des noms, mais enfin, entre Napoléon et Raffarin, je fais exprès, d'aller loin. Il y a quand même une légère différence. Oui, d'abord, il y a une différence, je crois, de culture. Parce que Napoléon, on l'ignore peut-être, mais c'était un homme extraordinairement cultivé. Quand il est parti pour l'expédition d'Égypte, il avait emmené 17 000 volumes. Et évidemment, Raffarin, c'est un peu différent. D'ailleurs, dans l'Ouzou, on lui avait dit quelles sont vos distractions. Et il avait dit la littérature régionale et l'art contemporain. Ce qui était un peu bizarre, parce que... Oui, ça fait, oui. Bon, ça montrait quand même qu'il y avait un vide culturel, très net. Donc, ce vide culturel, il entraîne en même temps un vide d'ambition. Parce que quand on a vécu, comme le général de Gaulle, avec comme modèle Clémenceau, Napoléon, Chateaubriand... Bon, c'est sûr que ça donne à l'existence, d'abord, un peu plus d'ampleur et un peu plus de relief. Et en même temps, ça met la barre très haut. Aujourd'hui, je crois que cette absence de culture empêche de mettre la barre très, très haut. On va continuer à mettre la barre haut avec Jean-Marie Rouart après cette petite pause. Eh bien, toujours avec Jean-Marie Rouart, toujours avec cette merveilleuse collection bouquins chez Robert Laffont et Les Aventuriers du Pouvoir, vraiment à lire si vous voulez. Prendre un peu de hauteur, respirer un peu plus fort sur Napoléon, Bernice, Morny, et puis les portraits acides, comme vous dites, de Giscard à Macron, Jean-Marie Rouart. Vous avez parlé, on a commencé à parler de culture. Au fond, quel rôle joue la culture chez ces aventuriers du pouvoir ? C'est-à-dire qu'elle joue un rôle fondamental, puisque la culture, la France, c'est quoi ? C'est une idée, et c'est une idée, le général de Gaulle l'avait bien dit, mais cette idée, elle est issue de la culture. Et la France repose sur 3 piliers. Elle a reposé sur 3 piliers. Elle a reposé sur l'État, qui est en pleine désagrégation. Justement, on met tout à l'encan, les aéroports, comme vous l'avez dit. Et en même temps, il y avait la religion, le catholicisme, qui, là encore, tente à disparaître. Ouais, et puis, vous aviez la littérature. Et c'est cette littérature qui également tend à disparaître. Parce que le livre se porte relativement bien, mais la littérature, c'était autre chose que le livre. C'est par la littérature que passait l'esprit. Et c'est cette pensée française qui était très importante. Le général de Gaulle a même dit que ce qui l'avait aidé le plus pour remonter la France, c'était le tronçon d'un glaive et la pensée française. Cette pensée française qui était en train de ficher le camp pour de multiples raisons, l'inculture et puis le franglais, parce que la langue a partie liée avec la pensée. Alors justement, cette partie liée avec la pensée, et c'est vrai, parce que quand vous parlez de Bernice, vous parlez de Morny, vous parlez de Gaulle, on voit comment ils écrivaient aussi, comment leurs lettres, etc. Enfin, il y avait quand même une maîtrise, et cette maîtrise, c'était un esprit, je dirais pas supérieur, mais un esprit qui allait vers le côté acéré, enfin la langue française, quoi. Bien sûr, mais je crois que ça avait une importance, et ça a une importance fondamentale, parce que par la culture, on sait d'où on vient, on sait qui on est, et on sait où on va. Eh bien, aujourd'hui, quand vous interrogez la plupart des gens, mais on le voit dans les conversations, vous savez, autrefois, les conversations, on parlait un peu des livres de Balzac, on parlait des livres de Stendhal, ou des films de Kubrick. Bon. Mais maintenant, c'est d'un vide effrayant. Les conversations, c'est quoi ? Vous allez à Courchevel, vous allez à Saint-Tropez, on s'en fout. C'est absolument nul. Et donc, les gens ne savent plus ni d'où ils viennent, ni qui ils sont, ni où ils vont. Oui, c'était Nietzsche, on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi. Mais c'est un peu embêtant. Et c'est important parce que c'est ce qui fait qu'ils deviennent des consommateurs. Ils ne sont même plus des citoyens, ils deviennent des consommateurs, ils sont harcelés. On parle du harcèlement, moi je veux bien le harcèlement sexuel, mais pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas contre le harcèlement de la publicité qui vraiment vous
vous conduit à acheter des choses que vous n'avez pas envie d'acheter, et qui fait de vous des êtres finalement matérialistes. Où est le spirituel ? Avec l'obsolescence programmée. Mais oui, mais attendez, ça on peut. Pourquoi on ne lutte pas ? La publicité, elle existe depuis très longtemps, maintenant presque un siècle, évidemment. Les réseaux sociaux ont augmenté tout cela. Mais je voudrais revenir à vos aventuriers du pouvoir. Qu'est-ce qui les marquait aussi ? Parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est la volonté. C'est le côté de dire « je veux marquer mon siècle, je veux marquer mon temps ». Est-ce qu'il y avait cette espèce de dur désir de durer, comme disait Éluard ? Bien sûr, il y avait le désir, cette ambition très noble qu'ils avaient, qui était à la fois personnelle, mais en même temps très noble, et puis ces modèles qu'ils avaient eus avant eux, et que nous n'avons plus. Il y a une phrase qui est tout à fait étonnante de Napoléon. Il dit « Tout le monde aimerait mourir assassiné, à la condition d'être Jules César. » Vous n'avez pas beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui ont envie d'être assassinés. Bon, oui, il y avait cette formidable présence d'un passé culturel par le latin, par le grec, par tous ces éléments culturels qui faisaient que Démosthène, jusqu'à la Révolution, regardez, à la Révolution, les gens se coiffaient à la Titus, ils étaient en permanence... il y avait une proximité avec toute l'histoire grecque et latine. Oui, enfin, vous n'avez pas envie qu'on se coiffe à la Titus aujourd'hui, quand même. Hein ? Non, mais j'aimerais bien que de temps en temps, dans la conversation, on sache qui est Titus, et qu'on sache et qui est Démosthène, qui nous a précédés. Voilà, non, c'est cette question. Vous savez, la culture, ce qui est formidable, c'est cette possibilité, on parle beaucoup de l'intégration des banlieues, mais ce qui est formidable, c'est de voir que les gens défavorisés... Et moi, j'ai eu cette chance. Moi, vous savez, je suis un miraculé de la culture, en général. C'est parce que j'ai, à l'âge de 17 ans, 16 ans, même avant, et je me suis dit, il y a des gens comme Paul Valéry, il y a des gens comme Mauriac, il y a des gens comme Chateaubriand, et je peux les rencontrer, je peux aller à leur rencontre et voir d'eux, ou comme Montaigne, et prendre d'eux ce qu'il y a de meilleur. Et c'est une chance formidable. Eh bien, pourquoi cette chance, finalement, les gens n'en profitent pas ? C'est ça qui me navre. Non, c'est vrai, c'est ça la rencontre, et c'est ça qui change des vies d'ailleurs, vous le dites vous-même pour vous, mais alors, question, sans dire c'était mieux avant, mais qu'est-ce qui fait que les hommes politiques d'aujourd'hui, et encore une fois je reviens à vos portraits acides, avec certains dont vous reconnaissez effectivement la valeur, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, allez, soyons clairs, ces petits formats, ces petits bras, petits formats, il faut bien dire les choses. Oui, je crois que d'abord, le système de la Ve République, qui était quand même une avancée formidable. Là, il faut reconnaître les mérites du général de Gaulle, que je reconnais dans mon livre. Je fais son portrait. Absolument. Mais en même temps, je ne passe rien, hein, parce qu'il n'est pas question de faire des ronds de jambes et d'être dans les convenances. Tous ces portraits, même ceux que j'aime bien, je reconnais leurs défauts. Chez de Gaulle, il y a quand même les harkis, qui est quand même une monstruosité. Enfin, c'est clair. Donc, il me semble que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes grands modèles. Je crois que il y a la question de la culture et il y a la question de la guerre. Je crois que quand vous avez été formé par la résistance et par la guerre, même Chirac, je crois qu'une des raisons pour laquelle Chirac n'a pas suivi les Américains en Irak, c'est que lui-même avait été, je crois qu'il était lieutenant en Algérie, il avait vu ce que c'est qu'une guerre. Une guerre, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas appuyer sur un bouton et puis il y a des missiles qui partent, mais on voit pas le résultat. Non, il a vu l'atrocité de la guerre d'Algérie. C'est épouvantable. À la fois la torture, tout ce que ça entraîne. Parce que c'est pas seulement la guerre, c'est tout ce qu'entraîne la guerre sur les populations civiles. Et il me semble que cette absence de contact avec les malheurs de la guerre donne une sorte de futilité. Je crois que le président Bush n'aurait jamais fait cette intervention en Irak s'il avait fait vraiment s'il avait été au contact de la guerre, parce que c'est quand même monstrueux. Et on voit les résultats qui sont monstrueux. Et les politiques, c'est pour ça que je suis très sévère avec les politiques, parce que il faut se rendre compte des malheurs qu'ils provoquent, des malheurs effroyables qu'ils provoquent. Donc je ne vois pas pourquoi, on passerait son temps à les admirer d'une manière inconditionnelle.
Oui, de toute façon, il ne faut jamais rien admirer de manière inconditionnelle. Si, il y a des écrivains qu'on peut admirer, ça, c'est ou des vrai. grands artistes. Si, Ça, c'est vrai. Mais je me... me souviens, je ne sais plus, d'un écrivain qui disait, vous savez que c'était avec les monstres sacrés qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Ce qui n'est pas... En tout cas, je voudrais quelque chose, c'est Jean-Marie Rouard, c'est vrai que c'est un livre, c'est une collection de livres, donc chez Bouquin. Lisez-le, vraiment, lisez-le, dégustez-le, parce qu'il y a là-dedans ce qu'on appelle vraiment le suc de ce qu'on appelle la pensée française. Certains ont dit, vous savez, la culture française n'existe pas. Eh ben non, elle existe. Vous l'avez rencontrée et c'est une très bonne chose. Merci. Merci à vous André Berkoff, merci à vous Jean-Marie Rouard. Je rappelle quand même, pour tous ceux qui ont envie de se régaler et de se cultiver, puisque c'est important par les temps qui courent, la référence de votre ouvrage « Les aventuriers du pouvoir », c'est publié chez Robert Laffont. Merci à vous Jean-Marie Rouard, je rappelle que vous êtes de l'Académie française quand même. Merci André Berkoff. Merci Jean-Marie. À lundi, à midi, en direct, dans tous vos états, de bonne humeur, on va espérer. Vous allez peut-être manifester demain, on verra. Couvrez-vous, chauffez-vous, en tout cas la journée. Samedi, samedi c'est un jour de manif. Mais oui, c'est ça, c'est demain. On va voir si ça continue. Le Berkoff gilet jaune dans tous ses états, on verra ça. Si vous le croisez, si vous croisez un manifestant qui crie avec un gilet jaune un peu partout et qui s'énerve, il y a des chances que ce soit lui. Prévenez-nous d'ailleurs, 0826 300 300. La journée continue à l'écoute de Sud Radio, puisque dans quelques instants nous retrouvons Serge Julie, justement, c'est l'invité de Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Belle journée à vous sur Sud Radio et puis beau week-end pour ceux qui partent dès maintenant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.